Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle rencontre avec un entrepreneur, un chef d'entreprise, un dirigeant d'une société cotée. Si je vous dis le mot magique, intelligence artificielle, si je vous dis en plus de 60% de hausse depuis l'IPO de novembre 2024, franchement, il n'y en a pas beaucoup des entreprises qui peuvent se targuer d'avoir un cours qui soit supérieur à leur cours d'IPO et encore moins de 60%. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le directeur général délégué, mais cofondateur, Monsieur Daudet. Exactement. Bonjour Marc. Bonjour. Et la société, bon, ça y est, on peut le dire, c'est Lighton. Bravo, d'abord, 2 secondes quand même, on s'arrête une seconde parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir des IPO qui ont mal fonctionné, qui ont perdu. Là, vous avez un beau parcours. Vous êtes entré en novembre 2024. Avant de revenir sur l'entreprise, sur votre aventure personnelle, sur l'IA, moi j'ai plein de questions à vous poser sur l'IA, évidemment. C'est tellement le sujet à la mode qu'on a envie d'en parler. Ça vous fait quoi d'être entré en bourse en novembre 2024 et dans un contexte difficile et quand même d'avoir fait ce parcours? C'est vrai, dans un contexte difficile, il y a peu d'IPO en ce moment. Ce qui a été remarquable dans cette IPO, c'est non seulement qu'on a atteint nos objectifs, que ça a été largement sursouscrit, mais qu'il y a eu beaucoup de retail, ouais. beaucoup de petits investisseurs. Et ça, c'était aussi... Sûrement qu'il y en a beaucoup qui nous regardent. Et pour nous, effectivement, c'était important de montrer que sur l'IA générative, il y avait un vrai sujet maintenant de société. Ce n'était pas juste réservé à un petit cercle d'initiés et que c'était maintenant un vrai sujet de société. Donc, c'était ça, c'est clair que on a des milliers de questions. Et vous, donc, vous avez fondé cette entreprise quand? On a fondé Lighton en 2016. D'accord. Donc, ça fait déjà 9 ans, à une époque déjà sur l'IA? Déjà sur l'IA. Alors, ce n'était pas sur l'IA générative et c'était sur une autre technologie. Mais voilà, déjà sur l'IA, qui est bien sûr ce qui nous motive tous au niveau des applications. Et donc, 2016, création de l'entreprise. Vous venez de ce monde-là? Moi, je viens du monde de la recherche. J'ai été prof de fac, en fait. Ah, d'accord. Je suis physicien, moi. Nul n'est parfait. Oui, exactement. Vous êtes physicien? Oui, je suis physicien. Moi, j'ai fait une vingtaine d'années dans les labos de recherche ou dans les amphis. Ah, donc vous êtes le vrai technicien. Exactement. Et vous avez réussi quand même à faire un produit qui se vend. Voilà. C'est assez rare pour les techniciens. C'est assez rare, mais voilà, de ne pas tomber juste amoureux de la technologie. Ça, c'est un peu le pas risque. La technologie pour la technologie. C'est pas la techno pour la techno. C'est ça. Maintenant, on essaie de faire une plateforme qui répond vraiment aux besoins des entreprises. Alors, on démarre sur Lighton. C'est quoi votre activité? On parle beaucoup d'IA générative. On s'y perd un peu, franchement. Vous, c'est votre métier, mais nous, ça ne l'est pas. Donc, nous, on connaît ce qu'on utilise tous les jours, Google, Gemini, Grok. Et il y a des nouveautés toutes les semaines. Et tous les jours, j'ai envie de dire. C'est ça. Alors, vous faites quoi? Lighton, on veut être l'acteur de référence de l'IA générative pour les entreprises. Donc, on est vraiment spécialisé B2B, nous, plutôt grand compte. Okay. Et on est, si vous voulez, le dernier kilomètre pour faire en sorte que cette IA devienne totalement enterprise ready. Ça veut dire 4 choses. Ça veut dire que ce soit sûr pour les données, sûr pour les prompts, sûr pour tout ce qu'on va mettre, pour les documents de l'entreprise sur lesquels cette IA est branchée. Il faut que ce soit compliant par rapport aux règles internes des entreprises, compliant par rapport au secteur, au EUA Act qui est en ce moment à la RGPD, etc. Il faut que ce soit fiable parce qu'on sait que l'IA, de temps en temps, si on l'utilise mal, ça peut, comme on dit, halluciner. Et puis, il faut que ce soit soutenable aussi. Le 4e aspect, on ne va pas mettre des modèles à 500 milliards de paramètres pour répondre à des besoins qui sont parfois très simples. Donc, on optimise vraiment la taille de l'IA et la taille des serveurs qu'on va mettre derrière par rapport aux besoins réels des clients. Alors, vous avez votre propre IA générative ou alors vous vous pluguez sur les IA génératives qui existent et puis vous faites des applicatifs pour les entreprises? Alors, un peu les deux. On prend des IA souvent open source qu'on va améliorer avec notre petite cuisine interne. Donc, on a des IA qui sont Lighton, mais basées sur de l'open source, parce que maintenant, il y a du très bon open source qui se fait dans ces IA génératives. Et après, on construit effectivement toutes les couches logicielles au-dessus qui permettent de les utiliser sur des bases de données, qui permettent de gérer les utilisateurs. Donc, vous faites la surcouche de l'IA générative. Et alors, quand vous dites
en open source. Enfin, moi, j'y connais pas grand-chose, mais j'avais l'impression que il y avait que Mistral AI qui faisait ça. Ah non, il y a les modèles, effectivement, les modèles Mistral sont bons. Ils sont open source. Ils sont open source. Il y a les modèles Llama, il y a les modèles Falcon, il y a les modèles Qwen. Il y en a, enfin, il y a maintenant pas mal de très bons modèles. Et Falcon, Qwen, c'est de quelle nationalité? Alors, tout ça? Falcon, c'est les Émirats Arabes Unis. Qwen, c'est chinois. Lama, c'est américain. Donc voilà, dans le monde chinois, entier. On y va quand même ou... Bon, pourquoi pas? Parce qu'il y a des très bonnes innovations et ça peut être... c'est intéressant ce qui se passe là-bas. Hein. DeepSeek, c'est open source? DeepSeek, oui, il y a une partie de leurs modèles qui sont open source. Ça aussi, c'est super intéressant. D'accord. Alors pour les gens qui nous écoutent, vous allez nous expliquer la différence entre open source et fermé. OpenAI, par exemple, c'est pas en open source? Non, les modèles d'OpenAI, les modèles GPT-3 et tous les suivants, GPT-4, enfin tous les modèles d'OpenAI, c'est ce qu'on appelle les modèles fermés. C'est-à-dire vous pouvez les utiliser, vous vous branchez sur le serveur OpenAI. On peut faire des applicatifs, mais on ne peut pas rentrer dans le cœur de la machine. On ne peut pas rentrer dans le cœur de la machine. Par opposition, les modèles open source, vous pouvez récupérer ces modèles-là, les installer sur vos propres serveurs et les faire tourner localement, là où vous êtes, de façon à ce qu'aucune donnée ne sorte de ces serveurs. Tout se passe en local. Et toutes les mises à jour, vous en bénéficiez aussi? C'est-à-dire si Mistral AI, par exemple, sort une nouvelle version ou Nous, on a effectivement tout un groupe de R&D qui va évaluer tout ce qui sort et prendre le meilleur pour mettre dans la solution. Et c'est le meilleur à un moment. Peut-être qu'à un moment, le meilleur, ça sera Mistral. Et puis, 3 semaines après, le meilleur, ça sera les modèles Llama. Et du coup, on change le moteur. Mais quelque part, c'est notre petite cuisine interne. Le client, pour lui, il voit nos modèles. C'est ce que j'allais vous dire. Moi, je suis client. C'est plutôt des grands comptes. Mais moi, si j'étais grand compte et que je suis client de Lighton, en fait, j'ai l'IA de Lighton. Vous avez l'IA de Lighton, exactement, avec la plateforme Paradigm, qui est notre plateforme d'IA générative pour les entreprises. Et voilà, quelque part, toute cette complexité, tous ces nouveaux modèles, tout ce mal de tête à essayer de suivre l'actualité, quelque part, c'est notre métier. On vous le délègue, Vous nous le déléguez, exactement. Et nous, ce qu'on vous promet, c'est le meilleur de l'état de l'art, appliqué aux entreprises, appliqué à vos cas concrets. D'accord. Et là, aujourd'hui, vous avez signé des accords. Alors, c'est quoi, des accords de distribution, de partenariat avec des gens comme Orange? Oui, avec Orange Business, effectivement, on a des accords de distribution. L'offre d'IA générative... C'est pas le seul accord que vous avez, d'ailleurs. Non, on a un autre accord avec HPE, par exemple. Avec HPE, c'est très simple. Eux, ils vendent des serveurs. Nous, on vend du software. Et finalement, ensemble, on vend un bundle, une combinaison avec les serveurs et le logiciel préinstallé dessus. Vous achetez l'ensemble. Vous n'avez finalement qu'une négociation à faire plutôt que d'en avoir deux. Et Orange Business, c'est pareil. Eux, c'est les acteurs du cloud. Ouais. Tous leurs clients du cloud peuvent souscrire à l'offre Lighton à travers l'offre Orange Business. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites, nous, on est acteur du logiciel. Vous êtes un éditeur de logiciel? On est un éditeur de logiciel avant tout. D'accord, c'est important de le dire. Oui, exactement. Nous, on se considère vraiment comme un éditeur de logiciel. Alors, il faut toujours accompagner les clients parce qu'on travaille avec des grands comptes. Il n'y a pas 2 installations qui sont strictement identiques. Vous faites de l'intégration. On fait de l'intégration, il y a toujours ça. La part de service, mais vous êtes éditeur de logiciel. Mais on est à 80% éditeur de logiciel et peut-être 20% de service. Et aujourd'hui, les grands comptes que vous avez... Alors aujourd'hui, d'abord, vous êtes dans un secteur, comme vous le disiez vous-même, vous êtes un chercheur. Est-ce qu'aujourd'hui, Lighton fait du chiffre d'affaires? Lighton fait du chiffre d'affaires. On communiquera bientôt sur notre chiffre d'affaires 2024. Vous ne voulez pas nous le dire? Je vais pas révéler d'informations confidentielles. Surtout pas. Je n'ai pas envie d'avoir de soucis. Mais moi non plus. Mais effectivement, nous, on travaille avec des sociétés qui ont vraiment 2 caractéristiques. C'est d'avoir beaucoup de données qu'on appelle non structurées, des données sous forme de documents de toutes sortes qu'il faut valoriser. Et puis que c'est des sociétés qui sont aussi très sensibles à ce que leurs données restent confidentielles. Elles ne vont pas aller traîner sur les serveurs aux États-Unis soumis au Cloud Act ou en Asie, etc. Ça, c'est quelque chose, vous l'avez répété, vous le mettez très en avant. C'est un sujet qui est hyper sensible. C'est un sujet qui est hyper sensible. Même si, alors, moi, j'y connais rien encore, je répète, si on va sur un modèle open source chinois, d'accord, vous en parliez tout à l'heure, et que je passe par Lighton, à aucun moment... c'est l'opérateur chinois qui va récupérer mes données. C'est-à-dire que vous allez dans l'open source de l'opérateur chinois, vous faites votre propre modèle. Et on va tout installer sur les serveurs de nos clients. D'accord. Quand on travaille avec des
des clients dans la banque assurance, des clients dans le secteur de la santé, des clients dans le secteur de la défense, de la haute technologie ou le secteur public, tous ces gens-là, ils sont extrêmement sensibles à ce que les données ne sortent pas de leur serveur, bien entendu, parce qu'il y a un risque dès que les données sortent des serveurs. Et du coup, voilà, on coupe directement toute sortie. Les données ne sortent pas des serveurs. C'est un des arguments. C'est un argument quand même très fort. C'est un argument fort, oui, tout avec à fait. les problématiques de souveraineté, les problématiques de hacking, enfin toutes les problématiques de cybersécurité. Et exactement. Nous, ce qu'on a tendance à dire, c'est que c'est souveraineté sur les données, mais souveraineté aussi sur le savoir-faire. Évidemment. Parce que la façon dont vous utilisez ces modèles-là, vous mettez une partie de votre savoir-faire là-dessus. Et finalement, le savoir-faire, c'est ce que les entreprises ont de plus précieux. Alors, est-ce que vous faites du sur-mesure ou est-ce que vous avez des produits sur étagère? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, moi, je suis une entreprise, vous allez me dire, attendez, définissez vos besoins et on va vous faire une intégration et un modèle d'IA génératif sur les modèles open source basés, mais on va vous faire un modèle Lighthot qui est totalement sur mesure, ou vous me dites, bah non, attendez, si vous avez des problématiques dans tel ou tel ou tel domaine, on a déjà des produits sur étagère. C'est la grande force de cette IA générative, c'est qu'on arrive à avoir des produits sur l'étagère qui répondent à 90% des besoins. D'accord. Déjà. Et même de grandes entreprises qui ont des besoins quand même très spécifiques. Alors après, il faut aller se brancher sur les sources de données et il y a un peu de tuyauterie à mettre en place. Ça, c'est la tuyauterie. C'est pas très compliqué. Mais le modèle en lui-même, l'IA, elle va répondre à des besoins, que ce soit des besoins en RH, des besoins dans le département juridique, des besoins pour la R&D. Finalement, c'est le même moteur qu'on va utiliser pour tout le monde. Et après, oui, il y a peut-être une petite personnalisation, mais globalement, c'est la même techno qu'on utilise pour des gens dans les secteurs aussi divers que la santé, la banque ou la défense. Donc aujourd'hui, vous êtes dans tous ces secteurs-là. On est dans ces secteurs-là, oui, c'est ça. Et aujourd'hui, juste pour nous rappeler un peu les agrégats, souvent dans ces entreprises comme les vôtres, elles sont consommatrices de capitaux. Vous avez levé de l'argent au moment de l'IPO. Aujourd'hui, vous pouvez nous faire un petit état de là où vous en êtes et de vos besoins éventuellement futurs ou pas. Alors, je ne peux pas divulguer, on divulguera... Non, mais sans donner de chiffres précis, mais de dire aujourd'hui, je veux dire, il n'y a pas de notion d'appel au marché. Non, actuellement, nos plans, qui étaient nos plans au moment de l'IPO, c'est de lever pour revenir à l'équilibre en 2026, dès l'an prochain. En ce moment, on investit. On a des coûts. 2026, l'équilibre. 2026, l'équilibre, c'est notre objectif. Donc, c'est ce que vous aviez annoncé à l'IPO. C'est ce qu'on a annoncé à l'IPO. C'est ce que vous confirmez aujourd'hui. C'est pas remis en compte. D'accord. Et nos dépenses actuellement, évidemment, on recrute des gens, principalement sur les fonctions sales, sur les fonctions techniques aussi, pour continuer à innover. Et puis, on a pas mal de coûts en coûts de serveur, parce que quand même, le nerf de la guerre de toute cette IA, c'est les gros calculateurs, c'est ce qu'on appelle les processeurs GPU derrière de NVIDIA. Là, Alors voilà, justement, la question que je voulais vous poser, c'est on a le sentiment qu'aujourd'hui, en fait, on utilise des Rolls et des Ferrari pour rouler à la vitesse d'une 2 chevaux. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment besoin encore de la nouvelle génération des puces NVIDIA, alors que, franchement, l'adoption pour l'instant de l'IA, elle est fulgurante. Mais j'ai le sentiment qu'on en utilise 3% de la capacité déjà de ce qu'on peut produire. Ça m'intéresse par rapport à NVIDIA. C'est-à-dire, est-ce que cette course folle à la sursophistication, elle n'est pas un peu démentielle par rapport à l'usage ? Oui, alors vous avez raison, mais en partie uniquement. Okay. Bon, déjà, c'est pas mal. D'habitude, j'ai tort complètement. Donc, Non, mais là, effectivement... C'est vrai que les géants construisent des modèles avec peut-être 500 milliards de paramètres, des énormes qui demandent des serveurs absolument colossaux, des cartes graphiques qui coûtent chacun le prix d'une voiture. Nous, on a tendance à être intermédiaire. Quand on voit le prix des puces NVIDIA, c'est juste diabolique, quoi. Alors ça se comprend pour le jeu vidéo, mais là, on se dit... Mais ils sont leaders du marché, ils ont fait ce marché. Évidemment, Ça, c'est assez incroyable. Nous, on a tendance à dire le meilleur compromis sur taille de modèle par rapport à la puissance demandée par les entreprises, c'est aux alentours de 30-40 milliards de paramètres. Donc, c'est quand même pas des petits modèles. C'est pas des petits modèles. C'est pas des petits modèles. C'est des modèles de taille moyenne. Non, mais je veux dire, vous pourriez prendre la puce NVIDIA de l'année dernière. On peut prendre la puce NVIDIA de l'année dernière, pas celle d'il y a 4 ans. Pas celle d'il y a 4 ans, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir celle qui vient de sortir la semaine dernière. Tout à fait. On peut avoir une génération de retard, entre guillemets, ce qui permet d'être beaucoup moins cher.
Et c'est aussi ça qui permet de faire en sorte qu'on n'a pas une structure de coût qui est absolument démentielle comme d'autres acteurs. Quel est votre vécu de l'adoption de l'IA générative dans les entreprises ? Vous êtes surpris parce que vous vous dites ça va très vite ou vous êtes surpris parce que vous dites ça va trop lentement ? Alors, on a toujours l'impression que ça va trop lentement. Par contre, il y a une vraie prise de conscience qu'il faut avoir une stratégie par rapport à l'IA générative. Et je pense qu'en ce moment, on est en train de passer, disons, les 2 dernières années, il y avait des expérimentations et là, on est en train de passer une phase un peu de maturité où Vous le ressentez ? On le ressent. C'est des entreprises qui passent des appels d'offres pour mettre l'IA générative entre les mains de tous leurs employés, des gros appels d'offres de passage à l'échelle. Donc ça y est, je pense qu'on est au début d'une deuxième phase sur cette IA générative. Alors, il y a encore des expérimentations, mais il y a une vraie demande de la part des entreprises. Alors, quand on vous voit, on a envie de vous poser la question, on se dit vous êtes face... Alors, on comprend, vous allez m'expliquer que vous n'êtes pas face, mais que vous vous servez d'eux, mais vous êtes face à des géants. Les géants américains, bon, on en parle tous les jours, maintenant les géants chinois. Est-ce qu'en fait, vous nous dites, moi je ne suis pas du tout en face d'eux, je suis à côté d'eux, et au contraire, j'aide à intégrer tout ce qu'ils vont inventer, pour lequel ils dépensent des centaines de milliards, je vais le mettre à portée des entreprises, ou est-ce que, en fait, vous êtes en frontal, en concurrence avec eux ? Non, c'est ce que vous dites, vous avez parfaitement compris notre position. On prend le meilleur de l'innovation, et nous, notre travail, c'est de prendre cette innovation et de la mettre au service des entreprises. C'est vraiment ça, c'est ce dernier kilomètre. Donc vous, à la limite, au contraire, tant mieux que Mistral, OpenAI. Pour nous, par exemple, DeepSeek, c'était une super bonne nouvelle. Il y a eu parce qu'ils ont sorti des innovations, des très bons modèles. D'accord. Ils ont montré qu'avec des petites équipes bien financées, parce qu'ils sont quand même bien financés. Hein, les 6 millions, c'est du bidon. Oui, les 6 millions, c'est du bidon. Il y a beaucoup plus derrière, mais n'empêche que c'est beaucoup plus petit que les géants américains. Ouais. Ils ont quand même montré qu'on pouvait innover et faire des choses super intéressantes, le mettre en open source pour que toute la communauté en profite. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Aujourd'hui, vous avez l'impression de prêcher, pas dans le vide, parce que ça y est, l'IA, les gens ont compris, mais est-ce qu'ils sont prêts à payer aujourd'hui ? Les grandes entreprises, quand vous allez les voir en leur disant, je ne sais pas, c'est quoi un budget moyen pour une entreprise qui est client chez vous ? Ça se compte en centaines de milliers d'euros ? Oui, quelques centaines de milliers d'euros. Quelques centaines de milliers d'euros. Quand vous allez les voir et que vous leur dites, bon, ben voilà, moi, je peux répondre à une partie de vos besoins, même à des besoins que vous n'avez même pas imaginés encore, parce que c'est ça, j'imagine, mais que ça coûtera quelques centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, on vous dit non, mais on va se débrouiller tout seul, on est très fort, et puis on va se servir de ChatGPT, et puis ça va le faire. Il y a effectivement ce qu'on appelle le dilemme de build or buy. Hein. Est-ce que les entreprises vont construire en interne des solutions, et ça c'est une politique qui est tout à fait raisonnable, mais ça demande des experts qui sont très bons, qui se mettent qui font tout ce boulot de veille technologique et d'intégration que nous on a fait. C'est un métier, quoi. C'est un métier, voilà. Et donc il y a des très grosses entreprises qui arrivent, qui développent ça en interne. Nous on apporte tout ça, on dit vos data scientists ils sont mieux utilisés à prendre la plateforme Paradigm de Lighton et aller les porter vers les cas d'usage, vers les business units, vraiment. Donc, c'était... soyez là où vous avez le plus de valeur ajoutée et gagnez du temps. Et aujourd'hui, on vous entend ? Aujourd'hui, on nous entend. D'accord. Donc, quand vous allez vous allez démarcher des entreprises, elles comprennent, et elles se disent... Et donc, elles vous mettent en concurrence ou c'est buy or build, ou c'est quand c'est buy, vous êtes confronté à 3 ou 4 concurrents ? Oui, parfois, on est mis en concurrence, effectivement. C'est qui vos concurrents ? C'est des gros groupes, plutôt alors, oui, il y a toujours du Microsoft Copilot qui est toujours notre concurrent, et puis il y a des gens, Mistral par exemple, il y a des gens... Parce que Mistral ils font l'extra mile ils commencent à s'y mettre. Ils commencent à s'y mettre. Il y a l'allemand Aleph Alpha, il y a le finlandais Silo, il y a quelques plus petites entreprises suivant les cas d'usage développés. La carte française, pour les entreprises françaises, ça joue en votre faveur ? Oui, clairement. Oui, clairement. Pourquoi ? Pour le côté souverain. D'accord. Souverain... on va aller s'installer, nous, sur des serveurs, soit sur les serveurs des entreprises, soit on a une offre en SaaS sur des serveurs d'OVH, par exemple. Et ça, c'est extrêmement bien vu de la part de nos clients surtout français. En ce moment. Oui, surtout en ce moment. Oui, avec l'incertitude qu'on a par rapport aux États-Unis, c'est vrai, ne pas dépendre d'une techno. On a vu, il y a des choses
un peu inquiétantes qui arrivent, ou surtout dans l'incertitude. Oui, c'est ça. Si du jour au lendemain, on peut être débranché. Ouais. Donc là, donc ça, vous apportez une réponse on apporte une réponse concrète, réelle et très pragmatique. Il y a des solutions françaises qui existent. On est bon techniquement, on n'a pas à rougir par rapport à ce que font les Américains. On fait ça, c'est parce qu'on est spécialisé dans le B2B. On a des bons professeurs. On a des bons professeurs, on a des très bons chercheurs, on a des très bons ingénieurs. On a réuni une équipe vraiment... Vous êtes combien? On est une 50aine de personnes à Lighton, dont une trentaine d'un top niveau de R&D. Ah, oui, c'est facile d'attirer des gens? On commence à être un peu connu dans le domaine maintenant. Donc oui, on a des bonnes candidatures spontanées. Et puis et l'IPO nous a aussi donné une bonne visibilité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui réfléchissent, d'ailleurs qui ne vont pas sur le marché. Vous avez vu, il y a très peu d'IPO. Vous, ça a été un game changer pour vous? Oui, pour nous, ça a été un game changer, effectivement. Ça nous a donné de la visibilité. Et c'est vrai il y a 1 an, quand on a décidé de lancer l'IPO, c'était le choix entre un parcours plus classique avec des séries A, fonds VC, etc., avec qui on était en discussion. On avait des propositions sur la table. Le choix de l'IPO, c'était le choix de l'indépendance et de se dire on va être maître de notre destin et sur cette techno d'IA générative, mais il y a de la place. Le public est éduqué, comprend que c'est une vraie techno transformative pour les sociétés et du coup, on a une carte à jouer. Le fait d'être le premier acteur européen de l'IA générative qui soit coté en bourse, on s'est dit qu'il y avait aussi une prime au premier. Et aujourd'hui, quand vous voyez votre valorisation, vous dites quoi? Vous dites c'est normal? Vous dites bon, c'est bien, mais c'est normal? Ou vous dites non, les gens n'ont pas compris, on vaut beaucoup plus que ça? Non, là, on est très content du parcours depuis l'IPO. Ça a presque doublé, donc ça, c'est déjà très bien. Mais c'est que le début de l'histoire. L'IPO n'est pas une fin en soi. Maintenant, l'histoire est à écrire. Et donc l'histoire, elle va s'écrire. Les perspectives, justement, c'est quoi les prochaines étapes pour conclure? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez réussi cette étape-là. Bravo d'abord, c'est formidable. Puis c'est sympa d'avoir des boîtes françaises qui vont dans des secteurs où on a toujours tendance un peu à dire on est en retard, puis on laisse tomber, puis on laisse les Américains, les Chinois. Bon, bravo de vous mettre dans la bataille. Aujourd'hui, c'est quoi les prochaines étapes? Bon, vous avez fait l'IPO, vous avez Paradigme qui marche bien. C'est quoi les étapes d'après? La première chose, c'est de continuer à innover. Parce que dans ce monde-là, ça va très vite et il faut prendre les innovations et les intégrer dans le produit de façon à ce que nos clients en bénéficient. Alors, innover pour nous, ça veut dire, en ce moment, la grande question que tout le monde se pose, c'est ce qu'on appelle l'IA agentique, les agents intelligents qui vont faire des workflows plus complexes. Donc, c'était notre dernière... Nos dernières intégrations dans le produit, c'était l'IA agentique. Vous pouvez maintenant prendre Paradigme et faire de l'IA agentique. C'est devenu le nouveau truc. Et du coup, on a vu des levées spectaculaires avec des boîtes où il n'y avait personne. Avec 2 personnes. Donc là, c'est concret. Vous utilisez la plateforme Paradigme de Lighton. On peut vous construire des agents. On peut les construire avec vous. Vous pouvez les construire tout seul. Ça, c'est l'innovation. C'est notre ADN. Vous avez compris. On est très, très techno à la base. D'accord. Donc ça, on va dire... Pour vous, c'est business as usual. Pour nous, c'est business as usual, voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme étape importante? Est-ce que vous espérez des signatures importantes qui vont être un peu symboliques et qui vont vous permettre de gagner d'autres clients? Est-ce que c'est ça le milestone? Pour nous, le milestone, c'est l'internationalisation. Actuellement, nos clients sont principalement en France, mais on a vraiment 2 zones de prospection assez actives en ce moment. L'Europe d'une façon plus générale, l'Allemagne, le Benelux, la Suisse, l'Angleterre, etc., où on prospecte assez activement. Et puis le Moyen-Orient également, où on a déjà travaillé, où il y a une grosse appétence pour tous ces sujets d'intelligence artificielle, beaucoup d'argent. Et de souveraineté, exactement. Le fait d'être ni américain ni chinois, ça a certains avantages aussi dans cette zone géographique. Donc voilà, l'internationalisation pour nous, et en France, il y a encore de la profondeur, j'imagine. Voilà, oui, bien sûr. Oui, on est qu'au début. Les entreprises de toute taille ont besoin de s'équiper. La question n'est pas si elles vont y aller, c'est quand et comment elles vont le faire. Mais de toute façon, tout le monde va devoir y aller. Vous êtes content? Vous êtes enthousiaste? Si j'étais pas content, pas enthousiaste, pas optimiste, je ferais un autre métier. Et comment vous êtes passé juste pour... c'est intéressant pour nous, parce qu'on est natifs entrepreneurs, nous. Comment vous êtes passé de votre domaine d'expertise à l'entrepreneuriat? C'est pas évident. Oui, c'est pas évident. Et effectivement, c'est cette idée de... quand on est chercheur,
On innove tout le temps, on fait des inventions à sa mesure, hein, c'est jamais révolutionnaire, mais on trouve des choses. Et puis un beau jour, on se dit, est-ce que j'ai envie d'avoir de l'impact juste en termes d'articles de recherche ou est-ce que j'ai plus d'ambition? Et là, il s'est trouvé que avec les 3 autres cofondateurs, on était 4 et on s'est regardé un jour, on s'est dit, mais ce truc-là... Vous étiez 4 chercheurs? On était 4 chercheurs. Ah ouais. On s'est dit, ce truc-là, soit ça reste dans les cartons et ça fait des beaux papiers, des articles, on parlera un peu de nous, mais etc. Soit pour que ça existe vraiment, que c'est vraiment de l'impact, il faut qu'on fasse une société. On a déposé les brevets et on a lancé Lighton. Bon, bah écoutez, bravo. En tout cas, c'est sympa. C'est formidable d'avoir une IPO qui marche, ça nous fait plaisir. Et puis d'autre part, un acteur comme vous sur un secteur porteur comme l'IA, on vous souhaite beaucoup de succès. Je rappelle donc que je recevais Laurent Daudet, vous êtes directeur général délégué de Lighton. Donc Lighton, introduite en novembre 2024 avec une très forte progression depuis l'introduction. Bravo, c'est suffisamment rare pour le noter. J'espère qu'on se verra dans quelques mois et que vous nous raconterez la suite des aventures. Merci, avec plaisir. À bientôt. À bientôt.